Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. On parlera propagande et traitement médiatique en cette période de crise Covid avec notamment la politologue Pamela Aubertan. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le lundi 27 septembre 2021 et voici les titres de ce journal. Les maternelles et primaires de l'archipel ont effectué leur rentrée physique aujourd'hui. Un retour sur les bancs de l'école, mais surtout aux côtés des camarades. Puis nous partirons sur le front social avec la mobilisation des sapeurs-pompiers qui ce jour ont rencontré leur direction. Nous ferons un point. Et enfin, nous ferons un contrôle de passe sanitaire dans un restaurant ayant fait sa demande de réouverture. Et avant de développer ces quelques titres, notez que malgré la prédominance du variant Delta en Guadeloupe, la situation épidémiologique continue de s'améliorer. Le taux de positivité est maintenant de 4,7%. Nous sommes donc passés en dessous du seuil de vigilance à 5%. Le taux d'incidence, lui, passe en une semaine de 213 à 103 pour 100 000 habitants. Nous ne sommes donc pas loin du seuil de vigilance qui est fixé à 50. Avant, c'était plus 100 ou 150. Ils l'ont rabaissé effectivement à 50. Aucun nouveau cluster n'a été détecté. Les services hospitaliers se vident petit à petit. Il reste 19 cas de Covid en réanimation et en soins critiques. En médecine, il reste 86 patients sur 220 lits disponibles. Un nouveau décès est à déplorer ce week-end, ce qui porte à 12 le nombre de morts sur la période du 19 au 25 septembre. Et pour rappel, la semaine dernière, au 26 même, jusqu'à hier même d'ailleurs, donc 12 décès effectivement pour la période. Et pour rappel, la semaine dernière, nous étions à 22 décès et la semaine d'avant, donc il y a 3 semaines, nous étions à 56 décès. Donc la situation effectivement s'améliore bel et bien. Et voilà plus de 2 mois que les sapeurs-pompiers de Guadeloupe sont mobilisés contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Lors d'un entretien avec leur direction aujourd'hui, les pompiers ont démontré que le décret 2021-1059 n'est pas le décret qui définit l'application de l'obligation vaccinale. L'intersyndicale est donc dans l'attente d'une rencontre, cette fois-ci avec le préfet, autour des propositions qui lui ont été envoyées. Le reportage. Comme depuis tantôt, nous avons lutté contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, que nous ne pouvons pas accepter du tout, parce que ça c'est privé nous de liberté, que ce soit pour les pompiers, les soignants ou bien les autres personnes. Tout le monde a mélangé à dans le même bidon là. Alors nous sommes en gros lutte que nous avons mené. Ça a fait pratiquement 2 mois et demi que nous avons marché en arrière là. Et jusqu'à présent, nous n'avons ni en satisfaction à niveau là. Ça. Le plus important là pour nous, c'est le recrutement à 30 sapeurs-pompiers pour la fin d'année là. Et moi, le point important, ça c'est un point très important. Ils sont en train de discuter depuis bon matin là, à 9h30. Aujourd'hui, nous avons rencontré notre direction, en la présence de son directeur Athénora Bazac, et aussi notre président qui est Monsieur Angélique, concernant notre mouvement et les différentes revendications sur notre préavis de grève. Donc, lors de cette rencontre, bien entendu, au préalable, nous devions traiter d'un certain nombre de points. Et parmi les premiers de ces points figuraient l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Alors, bien entendu, après une brillante intervention de notre juriste qui était présent avec nous, notamment sur cette fameuse loi concernant l'obligation vaccinale, nous avons fait avancer nos opinions en démontrant par A plus B qu'à ce jour,
que le fameux décret dont on nous oppose, le décret 2021-1059, n'est pas le décret qui définit l'application de l'obligation vaccinale. Et en ce sens que pour nous, à ce jour, cette obligation vaccinale ne pourrait s'appliquer. Nous avons fait cette brillante démonstration et bien entendu, la partie en face est restée arc-boutée sous ses positions, compte tenu du fait que nous sommes restés arc-boutés sous les nôtres. Donc il n'y a pas pu avoir de conciliation possible et c'est de manière naturelle que nous avons mis fin à cette négociation puisqu'il n'y avait pas, un accord n'a pas pu être mis en place. Donc voilà en gros comment ça s'est produit et bien entendu, à l'issue de cela, nous restons mobilisés, nous restons fermement opposés à l'obligation vaccinale et le pass sanitaire et nous continuons nos actions dans la rue. Je retiens même que lors des négociations, notre président Angélique attend d'un œil avisé cette rencontre entre l'intersyndicat et le préfet pour pouvoir aussi peut-être se rapprocher de cette décision. Donc c'est pour vous dire que nous attendons cette rencontre avec le préfet et voir comment nous pouvons faire en sorte que nous puissions trouver un consensus, un accord par rapport à cette situation que nous vivons. Pour le moment, la balle est dans le camp du préfet au niveau de l'intersyndicale puisque nous lui avons fait. Ils nous ont demandé de leur faire une proposition qui a été faite, qui a été remise hier et nous attendons maintenant le retour de la préfecture là-dessus pour savoir quand est-ce que nous allons nous rencontrer. En ce qui concerne maintenant notre grève pompier, même avec notre direction, nous maintenons le dispositif actuel, nous sommes en grève. Il faut savoir que dans tout corps de métier, il y a des gens qui partent en retraite, mais il faut savoir remplacer eux aussi. Alors c'est dans ce sens que nous demandons à recruter tous ces gens qui partent en retraite là pour nous remplacer par des jeunes sapeurs-pompiers guadeloupéens. Ils ont bien pris le temps de préciser guadeloupéens. Et les écoliers du primaire font leur retour donc sur les bancs de l'école. Une deuxième rentrée, cette fois-ci en présentiel, où ils ont pu retrouver leurs petits camarades. Une ambiance plus sympa que les cours à la maison. On se dirige dans une école à Saint-François. Pour moi, c'était important effectivement de venir un peu sur cette deuxième rentrée, dans le sens où on avait fait une première rentrée sur un modèle plutôt distanciel, même s'il y avait des moments de présence. Et aujourd'hui, on est vraiment sur la rentrée présentielle pour les élèves du premier degré, puisqu'ils sont tous là. Et c'était important de partager cet instant. Les enfants sont ravis d'être là, les enseignants sont contents aussi de les retrouver. Et ça fait partie, je crois, de l'apprentissage, puisque la socialisation, la coopération, le débat entre les élèves, c'est aussi une des compétences qu'ils acquièrent à l'école. C'est un sentiment de satisfaction dans la mesure où la ville de Saint-François a tout fait pour que les enfants puissent effectivement avoir cette rentrée scolaire, non seulement pour la pédagogie, mais également pour tous les services qui se rattachent à l'école. Je suis plutôt rassurée. C'est vrai que c'est une rentrée qui se déroule dans un contexte très particulier, mais la municipalité de Saint-François a fait diligence, elle s'est organisée de sorte que nous ayons par exemple des citernes pour avoir de l'eau de façon continue. Nous avons du savon. Les gestes barrières donc, peuvent être respectés, nous disposons de masques, voilà, nous disposons de conditions matérielles suffisantes pour assurer la sécurité des élèves. C'est essentiel bien sûr que les enfants reviennent dans ce cadre, ça fait partie de l'apprentissage, c'est là aussi que en fait, ils sont le mieux accompagnés parce qu'on sait bien que selon les familles, on peut plus ou moins bien accompagner les élèves dans l'apprentissage et c'est aussi un facteur d'égalité des chances. Ils ont eu depuis 2 ans effectivement une scolarité très perturbée. Une rentrée scolaire en distanciel n'était pas simple à organiser et ma foi nous sommes ravis tout de même de pouvoir récupérer nos élèves en classe entière. Nous, en tant qu'enseignants, nous savons à quel point il est important de maintenir ces gestes barrières, de les faire respecter, mais du point de vue des apprentissages, c'est tout de même ce qu'il y a de mieux me semble-t-il pour les élèves. Des enfants qui d'ailleurs pourront tomber le masque normalement à partir du 4 octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement si effectivement les taux de positivité et taux d'incidence sont inférieurs au seuil de vigilance. Donc c'est déjà le cas pour notre taux de positivité. Il ne reste plus qu'à faire baisser ce fameux taux d'incidence de façon à pouvoir libérer nos enfants.
Et en plus de retrouver leurs copains à l'école, les élèves de l'école Timothée Gendré aux Abîmes se sont vus remettre des tablettes, en tout cas pour ceux dont les familles sont un peu dans le besoin, de quoi réduire la fracture numérique à l'heure où les cours en distanciel sont de plus en plus fréquents. Chaque cas détecté, ils ont annoncé des fermetures de classes. Bon, après, il faut voir si ça se passe comme ça, effectivement, en pratique. Le reportage. Alors effectivement, il était très important pour la ville des Abîmes avec les cités éducatives, État, Éducation nationale, le rectorat, la ville des Abîmes, de distribuer ces tablettes parce que comme vous le savez, la Guadeloupe, le monde a été victime d'une grande crise sanitaire qui est la Covid et nos enfants ont été les premières victimes du jour au lendemain. L'éducation s'est arrêtée, l'enseignement s'est arrêté et on connaît un petit peu la fracture du numérique, la fracture avec les parents, lutter contre l'inégalité des chances. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour permettre à ces enfants de pouvoir suivre une formation, un enseignement à distance. Le maire accorde une grande importance sur l'éducation des enfants, sur la scolarité, parce qu'aujourd'hui, on parle d'abîme vers l'excellence, mais aujourd'hui, ce sont nos enfants que nous souhaitons conduire vers l'excellence, bien évidemment, en suivant la politique du maire, Éric Jalton. Alors aujourd'hui, des tablettes ont été distribuées à l'école Timothée Gendré. Une dizaine de parents ont bénéficié de ce dispositif. Aussi, la semaine dernière, nous avons distribué une quinzaine de tablettes à l'école Christine Campbell à Boissard. Comme quoi, la politique de la ville, aussi la politique avec l'État, c'est très important. État, rectorat, aujourd'hui des actions fortes sur le territoire afin de permettre à nos enfants de pouvoir suivre un enseignement de qualité. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et si certaines municipalités sont prises de court pour la cantine scolaire, eh bien d'autres se sont organisées pour assurer le service dès aujourd'hui. C'est le cas à Sainte-Anne où les petits ont pu se restaurer. Le reportage de Maxime Morel. Je pense que c'est très important pour les parents de pouvoir dès le premier jour continuer leur travail normalement sans avoir à venir récupérer les enfants à midi. Il y a un gros effort qui a été fait par la mairie parce qu'il a fallu s'adapter en 2 jours. Donc le menu n'est peut-être pas un menu aussi choisi que d'habitude parce qu'il a fallu s'adapter et en même temps vous avez les 1257 enfants qui sont acceptés, que leur dossier soit complet, qu'ils aient payé ou non lundi et mardi. Comme on s'était déjà préparé en amont parce qu'on s'attendait quand même à ce que la cantine reprenne, alors les collègues étaient déjà quand même avertis. Et puis ce matin, c'est vrai que c'était un bras-bas de combat, mais on a quand même pu assurer dans les écoles, faire au mieux pour que les enfants puissent manger. En amont, nous nous sommes vus en équipe avec l'équipe de direction pour pouvoir voir comment nous allons nous organiser. Mais ce qui était surtout important, c'est le respect du protocole sanitaire. C'est un protocole qui est particulier, qui renforce les mesures, comme par exemple respecter les distances, les accueillir par niveau. Bien, chaque niveau a une place. Les enfants mangent par niveau, CP, CE1, CE1, ainsi de suite, dans toutes les écoles. Et en maternelle, pareil. Organisation particulière, puisqu'à chaque fois, il faut s'adapter et respecter les règles données par l'ARS, le rectorat, le préfet. Et à ce stade-là, la mairie a toujours respecté exactement ce qui est préconisé par les différents organismes. Et 130 restaurants du département ont demandé leur réouverture aux autorités puisqu'ils ont été fermés administrativement. Une requête soumise à condition, à savoir le contrôle du pass sanitaire, ce fameux pass. Et pour s'assurer effectivement que les restaurateurs le font, le préfet de région Alexandre Rochat a fait un petit tour aujourd'hui. Regardez. On essaye de respecter les règles et pour ouvrir tranquillement et pour respecter aussi la sécurité de nos clients et surtout nos salariés. Contrôle pour vérifier, c'est pour vérifier que l'application du pass sanitaire dans un restaurant qui a demandé l'autorisation, vous le savez, aujourd'hui tous les restaurants sont fermés administrativement sauf un certain nombre qui nous ont demandé d'ouvrir en respectant le pass sanitaire, donc on les autorise à le faire évidemment. Et là ici on est venu... les policiers le font aujourd'hui, puis ils vont vérifier d'autres restaurants pour vérifier que l'application du pass sanitaire ne pose pas de difficultés et est bien respectée. Ils ont trouvé tous les points mis sur place. C'était rapide, ils ont vérifié rapidement si on respecte les règles ou pas. Et apparemment, c'était respecté par l'ensemble des salariés et les clients aussi jouent le jeu. Je pense qu'il n'y a pas de questions à poser là-dessus. Aujourd'hui, on a 178 établissements qui nous ont demandé la réouverture, dont 130 restaurants.
parce qu'il y a aussi des clubs équestres et puis quelques musées qui nous ont demandé en plus. Mais 130 restaurants ont demandé leur réouverture, donc ils sont ouverts à l'heure du déjeuner puisque le soir il y a encore le couvre-feu, en respectant le pass sanitaire. Vérifier le pass sanitaire des personnels de salle. Ils n'ont pas contrôlé les clients, mais ils ont vu et ils ont resté un moment à l'accueil. Ils ont vu comment on procède à l'accueil. Je suis très satisfait. On a donné cette possibilité pour les restaurateurs de le faire. Là, ici, le manager a souhaité le faire. Visiblement, il n'y a pas de difficulté de mise en place. En tout cas, c'est ce qu'elle nous dit. On a vérifié et c'est appliqué comme il le faut, à la fois pour ses salariés et pour les clients. Donc voilà, je pense que c'est effectivement plutôt positif pour ce restaurant et puis pour tous ceux qui ont ouvert de cette façon-là. Le premier jour, il n'y avait que les fidèles, nos clients fidèles. Et après, plus en plus, il y avait plus de clients. Et ce qu'on a remarqué, c'est que chaque jour, ce n'est pas les mêmes clients. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de pourcentage de gens vaccinés. Et notez que Jean Castex a annoncé la fin de la gratuité des tests de dépistage au 15 octobre prochain. Une mesure discriminatoire puisqu'il précise que ces tests seront toujours remboursés pour raisons médicales et sans prescription pour les personnes vaccinées. En gros, les non-vaccinés doivent mettre la main à la poche, mais pas les vaccinés. Une décision plus coercitive que sanitaire pour ce gouvernement peu équitable qui entend d'ailleurs prolonger l'utilisation du pass sanitaire jusqu'à mi-2022 au moins. Il semble que la mesure temporaire s'inscrive finalement dans le temps, ce qui n'est pas réellement surprenant, avec une date de fin de campagne de vaccination massive qui est prévue pour décembre 2022. Et la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes distribue des composteurs aux administrés du territoire. À Gourbert, 154 foyers se sont inscrits pour récupérer ce dispositif qui permet de valoriser les déchets organiques. À terme, vous pourrez ainsi utiliser votre propre terreau de qualité. Le reportage. Nous offrons des composteurs aux foyers qui sont désireux, qui ont un jardin, qui veulent faire du compostage, parce que l'importance de cette opération, c'est d'inciter les gens à faire du tri afin de réduire les déchets, parce qu'on sait que la poubelle d'ordures ménagères est constituée d'un tiers environ de déchets végétaux, déchets organiques. Donc aujourd'hui, là, je présente l'importance de composter. Nous avons beaucoup de personnes, surtout sur le territoire de Gourbert, beaucoup de personnes qui aiment jardiner. Donc leur montrer qu'en mettant dans le composteur des épluchures de fruits et légumes, en équilibrant avec ce qu'on appelle des déchets secs, c'est-à-dire des feuilles sèches, du carton, de la tonte de gazon séchée, on pourra avoir un compost de bonne qualité avec des micro-organismes à l'intérieur du compost qui vont faire tout le travail de biodégradation et obtenir au bout de 4 à 6 mois un compost de qualité pour pouvoir enrichir la terre. On se rend compte qu'on est sur un territoire restreint et contraint. La gestion des déchets est un axe majeur. Et aujourd'hui, cette opération de distribution de composteurs, c'est permettre à chaque citoyen d'être acteur de la gestion de ses biodéchets à proximité, donc chez lui. La Guadeloupe appartient à tous, mais chaque citoyen doit prendre sa part dans le cadre de la gestion de ses biodéchets. Voilà, donc nous distribuons des composteurs. C'est vrai que l'inscription avait été faite depuis un certain temps. Et là aujourd'hui, en partenariat avec le Grand Sud Caraïbes, nous effectuons cette belle opération de distribution qui associe pleinement les citoyens pour leur bien-être dans le cadre de ce projet de territoire, d'une meilleure gestion de nos déchets et puis d'une meilleure prise en compte de l'environnement. Nous voyons que la population est très désireuse de cela parce qu'elle est présente et ils sont assez nombreux pour pouvoir récupérer leur kit de compostage. Donc ils se sont inscrits préalablement et voilà, on distribue les kits aujourd'hui. Il faut compter près de 154 composteurs qui seront distribués aux citoyens aujourd'hui, 154 inscriptions, 154 distributions. L'éco-citoyenneté, faire en sorte que le citoyen soit proche des décisions et des projets de la ville de Gourbert, donc en termes de gestion des déchets et puis de l'entretien du quotidien.
Et pour avoir un très bon terreau, il faut savoir qu'il faut superposer effectivement les couches, mais ça s'organise, on n'en a pas beaucoup parlé dans le reportage, mais bon, vu que je m'y suis un petit peu mis, il faut toujours faire effectivement avoir votre couche organique. Dans votre couche organique, il faut éviter absolument de mettre des viandes et des choses comme ça en fait. Les protéines animales sont vraiment à éviter dans votre compost. Aussi éviter tout ce qui est épluchure d'orange ou bien effectivement ce type-là, puisque ça déstabilise votre compost. Donc il vous faut mettre une couche organique, une couche sèche et une couche verte. Donc moi ce que je fais par exemple, c'est que je mets ma couche organique, après je mets des feuilles sèches et après on met effectivement des feuilles vertes et vous réitérez à plusieurs reprises. Vous pouvez aussi mettre une petite couche de terre en haut à chaque fois que vous recommencez l'expérience, de façon à avoir un très bon compost, mais je ferai une petite émission dessus parce que ça vaut le coup. Et afin de mettre un peu de beurre dans les épinards, justement, qu'il faut faire pousser aussi, eh bien, les collectivités tentent tant bien que mal d'organiser des événements. Vous savez que la préfecture veille au grain et limite beaucoup les manifestations. En tout cas, la communauté d'agglomération de Nord-Basse-Terre, l'on a mis en place le Festival du Rire et de la Chanson. C'était ce week-end. Le retour en images. Notre volonté, c'est de pouvoir promouvoir les artistes du territoire, de Prête-Noire, du Lamentin, enfin de toutes les villes, les musiciens, mais également les comédiens, les humoristes, les DJ, les animateurs, enfin toutes celles et ceux qui sont dans ce domaine de l'art. Et puis, c'est de pouvoir aussi les accompagner, puisque les artistes aujourd'hui vivent une période particulière. On sait que depuis pratiquement 1 an et demi, qu'il n'y a pas d'événement, qu'il n'y a pas de spectacle. Donc, un double objectif à travers cette manifestation leur permettre de pouvoir obtenir donc, des cachets, mais aussi leur permettre de pouvoir s'exprimer, puisque quand vous êtes artiste, il faut que vous puissiez créer, mais pouvoir s'exprimer. Et c'est pour ces raisons que nous allons sans doute on va découvrir de nouveaux talents, mais aussi il y a des talents confirmés qui sont présents. Et nous avons essentiellement privilégié donc, des artistes du territoire, tout en étant guadeloupéens, d'avoir aussi donc, des artistes confirmés. Et avec quelques surprises tout au long donc, de ces 3 jours. Il faut trouver une solution, il faut trouver une solution, on va pas rester comme ça. Vous voyez, on remercie déjà le président pour cette initiation, Bensley aussi, voilà, tout le monde, toute l'équipe, d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé à la culture. À pas culture, la culture. Voilà, parce qu'apparemment, d'après le projet, il y aura pas mal d'artistes de toutes les générations. Et ça va se faire à long terme, sur une continuité déjà avec laquelle que les gens seront obligés de s'habituer. Moi, c'est le numérique. Hein. Donc, pour le moment, on n'est pas suffisamment sauvé, comme on dit, du Covid. Hein. Donc, forcément, il faut tenir... Qu'on le veuille ou pas, il faut s'habituer. Je ne suis pas trop informatique, mais maintenant, je constate qu'il faut s'y mettre, quoi. Il faut s'y mettre. Je sais que beaucoup sont contents de cette initiative. C'est une initiative de l'élu qui est en charge de la communication, Madame Delver, avec les différents services. Il y a tout un ensemble de prestataires qui ont travaillé et j'en profite pour les remercier. La ville du Lamentin qui a mis à notre disposition le ciné-théâtre et surtout les élus de la communauté. Quand ce projet a été présenté, à l'unanimité, le bureau a dit banco, nous soutenons et c'est une très bonne chose. Et je pense que les contacts que j'ai, les remarques, les observations, c'est quelque chose qui va prendre corps et peut-être au-delà même de la CNBT, c'est peut-être une formule nouvelle. Nous sommes peut-être à l'origine d'un concept nouveau, mais ce qui est surtout important, c'est que pendant ces 3 jours,
que la population et nos artistes puissent être en fusion. Effectivement, quand c'est un spectacle vivant, on a le public devant nous, c'est vrai, c'est pas mal, mais être quand même vu un petit peu partout à la télé, c'est déjà pas mal. C'est ça, c'est pas un public, c'est l'exclusivité. D'ailleurs, c'est que tout le monde puisse voir, au-delà des frontières, comme on dit, c'est pas uniquement ceux qui sont dans la salle pour les spectacles qui sont achetés précisément pour les salles. Donc voilà, donc c'est une méthode qui effectivement a son mauvais côté, mais aussi qui a son avantage de pouvoir nous exporter et de se faire connaître. Les images d'Olivier Moradel. Et notez avant de se quitter, effectivement, il faut qu'on le traite parce que ouais, ça commence à bien faire un peu. Et puisque le chef martiniquais Marcel Ravin a été recalé à l'entrée d'une soirée hommage au chef de la gastronomie française. Le chef martiniquais qui, lui, n'est issu d'aucune école, qui n'a eu aucun grand chef. Effectivement, pour son mentorat, il s'est débrouillé tout seul, c'est un autodidacte. En tout cas, malgré une invitation nominative, le chef a été retenu par la sécurité et on peut le voir sur cette photo, seul attablé dans un restaurant situé juste à côté des festivités, en présence d'ailleurs du président de la République, Emmanuel Macron. Et juste après, effectivement, la fin du journal, dans l'entre-deux, je vous lirai un peu le courrier qu'il a adressé, enfin le message qu'il a laissé sur les réseaux, suite effectivement à cette porte close. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée sur notre antenne. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. On parlera psychologie, propagande et médias avec le conseil scientifique pluridisciplinaire local, notamment Pamela Aubertan, qui est politologue. Ce sera après la coupure pub. Et avant cela, comme je vous le disais, voici un peu le message de Marcel Ravin sur les réseaux après s'être fait recaler d'une soirée à laquelle il était invité en l'honneur des grands chefs dont il fait partie. N'en déplaise à certains. En tout cas, tout d'abord, un immense merci pour votre soutien sans faille. Hier, je vous ai livré mes émotions suite à ce très désagréable incident. Je vous ai fait part de l'humiliation subie et croyez-moi, j'aurais préféré vous parler cuisine. Oui, je parle de ma différence, celle de mon histoire avec tout ce qu'elle comporte. Ceux qui me connaissent vraiment savent qu'elle n'est pas commune. Je suis martiniquais, français, noir. Je suis chef étoilé et je ne suis l'élève d'aucun grand chef ou système. J'ai donc eu à me battre pour ma passion et je continuerai. Et j'ai le droit d'assimiler une énième épreuve à mon parcours. J'ai le droit de l'ajouter à celle déjà surmontée. Ça dérange certains, mais mal à l'aise d'autres. Mais pourquoi devrais-je me taire de peur qu'on fasse le lien avec ma couleur de peau? Je ne crie pas au crime, je dénonce des faits concrets. Je n'incrimine quiconque personnellement. Je déplore un manque de fraternité. Je ne divise pas, je rassemble pour mieux se faire entendre. J'ai l'espoir que dans notre profession se fédère et qu'aucun chef reconnu par ses pairs ne soit plus jamais laissé sur le pas de la porte. Je veux croire que l'organisation de cet événement s'excuse du manque de considération suite à une absence sur les listes. On a dû oublier son nom quelque part, mais effectivement, ils auraient pu vérifier auprès de l'organisation de l'événement pour le laisser entrer, ce qui n'a pas été le cas, moi je le précise. Et surtout, il essaie en tout cas de garder en mémoire le meilleur, toute la compassion du vigile gêné de ne pas avoir pu faire déplacer un organisateur et la bienveillance des policiers, triste de me voir repartir, mon carton à la main et ma veste blanche sous le bras. Souhaiter à mes enfants et mes jeunes un avenir plus solidaire n'est pas une insulte, c'est un message pour l'égalité, la liberté et la fraternité, des mots qui sont très galvaudés dans ce pays, mais qui souvent n'ont aucun sens. On se quitte pour une page de pub et on revient après.